Bonsoir à tous, nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Bienvenue dans le 7-8 journal. Les titres de ce lundi 4 décembre. Il pourrait s'imposer comme une sérieuse alternative au Wi-Fi. Le Li-Fi entre dans une phase d'industrialisation. Cette technologie développée par une start-up yvelinoise permet de transmettre des données via la lumière LED, co-inventée par Swat Topsou qui est notre invité. Les températures de plus en plus fraîches avec le mois de décembre qui débute. C'est une période sensible aussi sur les routes avec le verglas, la neige ou encore la luminosité plus faible. Comment conduire l'hiver sans danger? On en parle avec Jean-Yves Petit, directeur du comité des Yvelines de la sécurité routière. Enfin, c'est une première. Coignères organisait samedi son marché de Noël, un événement qui laissait la part belle aux producteurs de la ville. Nous étions sur place. On prend tout de suite la direction d'Elancourt pour ouvrir ce journal. Une cérémonie a débuté il y a peu. Bonsoir Nicolas Kirillovitz, vous êtes sur place à la mairie de la ville. La municipalité remet officiellement ce soir des caméras piétons à ses policiers municipaux. C'est un nouvel outil pour assurer la protection des agents. Oui, Grégory, c'est l'objectif principal de ces caméras. Elles sont 5 au total à équiper les agents d'Elancourt dès ce soir et ont pour but donc de prévenir les comportements qui peuvent être parfois violents lors des interventions. Elles peuvent aussi servir de preuve dans le cadre d'une procédure judiciaire classique ou permettre aussi la formation des agents de la ville. Évidemment, ce système est très encadré et répond à des règles strictes fixées par décret. Nous sommes d'ailleurs avec le maire d'Elancourt, Jean-Michel Forgousse, pour préciser l'ensemble de ces dispositions. Monsieur le maire, dites-nous, est-ce que c'était nécessaire aujourd'hui à Elancourt d'avoir ces caméras piétons? Est-ce que ça répond à un problème d'insécurité pour les agents municipaux, les policiers municipaux? Mais écoutez, le monde bouge. Les technologies aussi, les moyens de sécurité aussi, puisqu'on a une police municipale quand même assez importante, de près de 30 personnes aujourd'hui. Être d'ailleurs mis juste à côté de la police nationale avec des... et bien sûr la vidéo envahit la société et il n'est pas anormal que bien entendu un métier aussi sensible que les policiers soit bien sûr concerné et donc c'est la mise à disposition d'une caméra pour clarifier, pour enlever l'ambiguïté qu'il y a quelquefois dans un conflit sur l'interprétation des uns et des autres. Et quand il y a la justice qui doit s'en mêler derrière, ben oui, on ne sait plus ce qui s'est dit, on ne sait plus ce qui s'est fait. Bon, il est évident que avec une vidéo, ça aide à objectiver une situation conflictuelle et en fait à rétablir la justice et à dire la vérité voilà, de ce qui s'est passé. Alors on sait que ces caméras parfois peuvent prêter un peu à polémique sur le volet privé ou sur l'utilisation faite de ces caméras après coup, sur les images qui sont filmées. Tout est très encadré. Qu'est-ce que vous répondez du coup à ces éventuelles critiques? Donc c'est très encadré par la loi. C'est accessible d'abord en cas bien sûr de faits délictueux. C'est traité par la justice. Donc voilà, c'est pas accessible à n'importe qui. Donc c'est comme les caméras que vous voyez il y a 60 caméras aujourd'hui à Elancourt. Donc c'est un peu dans le même cadre juridique. Et puis, mais en même temps, ça ajoute en tout cas de la transparence sur une intervention qui peut quelquefois être un peu difficile, un peu sensible, un peu conflictuelle, même quelquefois même physique. C'est évident que après, lorsqu'on a jugé des faits, personne n'y s'y retrouve. Il suffit que, bien sûr, l'individu qui est à l'origine de cette crise nie tout, et voilà. Donc on peut pas mettre en cause. Voilà, la justice, c'est aussi de dire la vérité sur une crise, sur un moment difficile. Et c'est vrai que ces caméras sont une aide considérable pour la justice. Alors Grégory, vous l'avez compris, ces caméras, c'est 5 au total qui seront effectives dès ce soir dans la brigade de nuit à Elancourt. Et dernière précision, les policiers devront prévenir dans l'enregistrement d'un contrôle. Les images seront accessibles aussi de façon très limitée pour certains policiers et elles seront supprimées au bout de 6 mois. L'expérimentation doit durer jusqu'en juin 2018 pour ces 5 caméras piétons. Merci à vous Nicolas et également à Patrick Jacques de Dixmude aux moyens techniques.
À Saint-Rémy, les Chevreuses, 4 listes seront en lice pour le second tour des municipales. Le premier tour, c'était hier. Une tendance, la maire sortante d'hiver droite, Agathe Becker, arrive dernière de ce premier tour avec 12,66% des suffrages. Loin derrière les 30,67% de la liste sans étiquette de Dominique Bavoil en tête. Dans un mouchoir de poche suivent le candidat sans étiquette Jean-Louis Binic et celui de La République En Marche, Dominique Dufrane. Une rencontre entre chefs d'entreprise et des financeurs et également, également une rencontre avec un député, le député Jean-Noël Barrot. C'était vendredi à la CCI Versailles-Yvelines, Chambre de commerce et d'industrie. Matinée d'échanges autour de la question du financement des entreprises. Le parlementaire a été missionné avec l'entrepreneur Alice Zagouri par le ministre de l'économie et des finances. Le 10 décembre, ils doivent remettre leurs propositions en vue du plan d'action pour soutenir la croissance et la transformation des entreprises. Objectif de la rencontre, donc, recenser les bonnes idées. D'associer effectivement un chef d'entreprise avec un parlementaire. Et en ce qui me concerne, je ne suis pas issu directement du monde de l'entreprise, plutôt du monde universitaire. Ça nous permet d'avoir un regard assez neuf sur des problématiques qui sont souvent traitées au ministère de l'économie et donc d'apporter des idées neuves sur ces sujets. Cette voie de terrain est essentielle parce que bien souvent on a l'impression que les projets de loi sont rédigés sans qu'on ait la possibilité de questionner ceux qui sont les intéressés justement et les entreprises en particulier, et de venir et d'avoir un échange entre le député et donc le député qui est chargé de cette mission et puis les entreprises est pour moi quelque chose d'essentiel. Je vous en parlais dans les titres, une start-up yvelinoise, OLEDCOM, développe une nouvelle technologie. Le Li-Fi permet de se connecter à Internet grâce à la lumière, une innovation qui pourrait prochainement débarquer chez vous. Nicolas Dandry est allé découvrir le Li-Fi dans les locaux de l'entreprise au sein de l'IUT de Vélizy. Imaginez une connexion à Internet avec de la lumière. Eh bien, ce n'est plus un rêve, la société OLEDCOM l'a développée à partir de recherches initiées au sein de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous pouvez vous connecter à Internet avec un modem bidirectionnel, donc dans les deux sens, ça fonctionne dans les deux sens. C'est la lumière visible qui transmet le signal Internet du lampadaire vers l'ordinateur à travers une petite clé USB qu'on appelle un dongle. Grâce à cela, nous avons une connectivité sans ondes, complètement sécurisée dans les bureaux, c'est-à-dire que le signal ne traversant pas les murs, comme le Wi-Fi, ça lui confère des niveaux de sécurité exceptionnels. OLEDCOM rentre dans une nouvelle phase, l'industrialisation. À partir de cette technologie, des applications sont proposées notamment au secteur hospitalier et du transport. On est aujourd'hui un pionnier mondial de la technologie. Il y a une vingtaine de brevets qui ont été déposés. Il est temps, à présent, d'en faire des produits commercialisables, industrialisables, afin de créer un business pérenne pour la société. Après des études d'ingénieur, Bastien Béchadergue s'est lancé dans un projet de recherche sur le Li-Fi au sein du laboratoire d'ingénierie des systèmes de Versailles. Aujourd'hui, c'est son premier jour de travail chez OLEDCOM. Pour la communication, pour les problèmes des technologies radio qui n'arrivent pas à satisfaire toute la demande, on arrive tout à coup avec l'éclairage. C'est un côté un peu magique à transmettre des données. J'étais vraiment enthousiasmé par cette idée-là. Prochain rendez-vous important, le CES de Las Vegas du 9 au 12 janvier pour présenter le premier produit commercialisé de OLEDCOM, récompensé par 2 prix internationaux. Avec nous en plateau, le co-inventeur de cette technologie Li-Fi. Bonsoir, Swatopso. Bonsoir. Vous êtes professeur de l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez fondé cette start-up OLEDCOM qui développe et commercialise le Li-Fi. Vous en êtes aujourd'hui le président. Alors, on l'a vu un petit peu dans ce sujet, mais pour vulgariser, le Li-Fi, donc ça veut dire Light Fidelity, c'est donc utiliser la lumière LED pour transmettre des données. Comment est-ce possible finalement ? Alors, c'est un peu comme un jeu d'enfant quand on faisait du morse optique quand on était petit et qu'on allumait une torche pour envoyer des SOS. Sauf que la LED a cette capacité de pouvoir s'allumer et s'éteindre très très vite. Donc on va faire du morse optique mais à des vitesses propres à l'ordinateur, des millions de fois par seconde, et donc transmettre des données simplement
en allumant et en éteignant très très rapidement la lumière. Vraiment comme du morse optique à très haute vitesse. Alors vous travaillez sur cette technologie depuis 2005, mais l'idée de transmettre des données par la lumière, ça remonte à beaucoup plus loin. Alexander Graham Bell déjà faisait des expérimentations sur ce sujet à la fin du 19e siècle. Oui, tout à fait. Il utilisait la lumière du soleil pour envoyer des données. Ça a été d'ailleurs la première méthode de communication sans fil. Ça a utilisé la lumière, puis est arrivée la radio. Maintenant, la radio étant saturée, on a beaucoup trop d'instruments, donc on va aller vers la lumière pour trouver des nouveaux moyens, de nouveaux vecteurs de communication. Et comment vous est venue en 2005 cette idée? C'est les travaux d'Alexander Graham Bell qui vous avaient inspiré de continuer, développer ces recherches? Non, à cette époque, je ne connaissais pas les travaux de Graham Bell. Non, l'idée était venue avec les voitures, les véhicules qui commençaient à s'équiper en phares LED. D'accord. Et on avait un premier projet à l'université de faire communiquer des véhicules entre eux en utilisant les phares LED. Donc les voitures pouvaient se parler entre elles pour des raisons de sécurité. Donc on disait, on peut se connecter à Internet, on pense tout d'abord à cet usage, mais le LiFi sert aussi à bien d'autres choses. Il y a de nombreuses applications qui sont possibles grâce au LiFi. Tout à fait. La première, c'est par exemple, vous avez de la lumière partout dans les bâtiments. Donc on peut utiliser cette lumière pour aider les personnes à se guider. On expérimente avec le métro parisien, la RATP, la possibilité de guider des personnes aveugles dans le métro, sur les quais, en utilisant la lumière, par exemple. Et par rapport au Wi-Fi, on va dire les points, qu'est-ce que ça apporte de plus le LiFi? C'est des technologies complémentaires. Le Wi-Fi existe, le LiFi arrive, ne va pas détrôner le Wi-Fi. Ils vont cohabiter, trouver chacun leur espace pour s'exprimer. L'avantage du LiFi, c'est des débits qui peuvent aller jusqu'à 200 fois plus élevés que le Wi-Fi. Donc plus rapide. Et surtout, il n'y a pas d'ondes radio, donc pour les personnes qui pensent que les ondes radio, c'est pas bon pour la santé, là, il n'y a pas ce genre de souci. Alors, vous avez travaillé avec cette technologie LiFi avec de nombreuses entreprises, Thales, la SNCF, pour ne citer qu'elles, également le monde hospitalier. Maintenant, le défi, on l'a vu dans le reportage, c'est de s'ouvrir peu à peu au grand public, c'est ça, vous entrez dans une phase d'industrialisation, finalement. On passe à une phase d'industrialisation parce qu'on a une demande qui est croissante de jour en jour, mais passer d'un état laboratoire à une production de masse, ça requiert beaucoup de moyens et du temps. Et donc, on en est aujourd'hui ici au niveau de l'évolution de la technologie. Quelles sont finalement les difficultés? C'est le coût de la technologie, qui est encore... il faut réussir à baisser le coût pour que ça s'ouvre au grand public. Alors, le coût est lié aux quantités. Plus on a de quantité, plus les coûts baissent. Mais pour avoir de la quantité, il faut préserver la qualité. Donc, il faut être capable de produire un gros volume en préservant une certaine qualité pour avoir des prix corrects et toucher le marché, ce qui est une phase tout à fait normale dans n'importe quelle industrie. On en est à ce niveau-là aujourd'hui. Et sur le calendrier, vous avez déjà une idée de quand ça pourra arriver pour le grand public? Pour le grand public, des premiers produits en 2018 et puis qui seront un peu chers et qui petit à petit vont baisser au fur et à mesure des années. On est à la 4G, on parle déjà de la 5G. L'idée, c'est peut-être aussi de se greffer. On parle de la 5G d'ici à 2020. C'est de se greffer aussi sur ces nouvelles technologies qui arrivent. On travaille avec la Commission européenne, effectivement, pour intégrer le LiFi dans la 5G qui arrive, de manière à ce que les gens puissent utiliser aussi bien des ondes radio que la lumière pour toujours avoir plus de connexions. Dernière chose, il nous reste 1 minute. Ça a été dit à la fin du sujet. Là, vous serez présent au Consumer Electronics Show, le CES à Las Vegas. Ça sera début janvier prochain. C'est de quoi l'idée de cette présence? Quelle est l'idée derrière? Alors justement, on va présenter notre premier produit grand public pour lequel on a eu 2 prix au CES de Las Vegas, ce qui est une première pour une start-up française. 2 prix à ce fameux Consumer Electronics Show, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Merci à vous, Swat Topsou, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, président d'OLEDCom, vous êtes le co-inventeur de cette technologie du LiFi. Et pour plus d'informations sur votre start-up, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Les fêtes se rapprochent et sous le sapin, des cadeaux de Noël pour tous. C'est l'objectif que s'est fixé le Secours Populaire. À Morpas, ce week-end, l'association organisait des récoltes de jouets en partenariat avec l'enseigne Pickwick, Nicolas Dandry et Léa Rège. Pas de traîneau pour le Père Noël cette année à Maurepas, mais des palettes remplies de cadeaux tout de même. Le Secours Populaire et l'enseigne Pickwick ont uni leurs forces ce week-end pour gâter des enfants défavorisés. Les enfants défavorisés ont besoin de jouets neufs. Ils ont droit, comme tous les enfants du monde, d'avoir des jouets de bonne qualité. Et on remercie énormément tous les clients du magasin qui nous ont aidés dans cette démarche.
On vend du jouet et je crois qu'on vend un peu de rêve aussi et que là, on est complètement dans la lignée de notre métier à la base. Tout le monde n'a pas forcément l'argent, la facilité de pouvoir s'acheter des jouets. Et si nous, on peut aider à ce niveau-là, on en est ravis. Des DVD, des poupées, des luges ou encore des toupies, tous les cadeaux sont les bienvenus. L'équipe du Secours populaire compte sur la solidarité et la générosité des acheteurs. Les gens nous aident beaucoup, donnent de très beaux jouets et on est toujours étonnés de la quantité de jouets. On a fait 5 caddies en 2 jours, ce qui est une belle performance. L'objectif, offrir un peu de magie à une cinquantaine d'enfants pour Noël, une démarche que l'enseigne renouvelle lors des fêtes depuis 3 ans. On a remis 5 100 € de jouets, ce qui représente à peu près 700 pièces, de jouets, pas mal de jeux vidéo aussi et beaucoup de loisirs créatifs. Le Père Noël passera avec un peu d'avance. Les cadeaux récoltés lors de ce week-end seront remis aux enfants le 21 décembre. Et on reparlera dans un instant des fêtes avec une ville de Saint-Quentin en Yvelines qui a organisé ce week-end son premier marché de Noël. Début du mois de décembre, vous l'avez constaté, des températures qui chutent. La semaine dernière, par exemple, la neige est tombée sur les Yvelines. En cette période, sur les routes, il convient d'adopter la plus grande vigilance. Bonsoir Jean-Yves Petit. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'association Prévention Routière, donc le comité des Yvelines de l'association Prévention Routière. L'hiver, c'est une période de grand danger sur les routes ? Alors, oui, l'hiver est une période de danger sur les routes, l'été aussi d'ailleurs, mais enfin l'hiver, une période de danger, pas pour les mêmes raisons. La principale raison, comme vous l'avez dit, ce sont les intempéries, bien sûr, mais aussi le fait qu'en hiver, il fait nuit beaucoup plus tôt. Donc, aux heures de pointe, le matin et le soir, il fait nuit. Ça, quand on part chez nous le matin, il fait nuit, quand on rentre, il fait nuit, donc ça va augmenter les risques finalement sur les routes. Est-ce que c'est une période où il y a plus d'accidents qu'à l'accoutumée, que le reste de l'année ? Alors, on constate, enfin les services de l'État constatent qu'il y a plus d'accidents, en particulier au moment où on bascule de l'heure d'été à l'heure d'hiver. D'accord. Parce que du jour au lendemain, on se retrouve, comme je dis à l'instant, de nuit, aux heures de pointe, alors que la veille, il faisait jour encore. Donc les gens ont un petit temps pour s'habituer à ce changement. Mais alors, les gens sont malgré tout plus prudents quand le temps est mauvais, en général, puisqu'ils savent que le temps est mauvais. Oui. Je parle du vraiment mauvais temps, quoi. Les chutes de grêle, la grosse neige, le verglas. Donc, comme les gens sont plus prudents, ils vont moins vite, ils font plus attention, et il y a beaucoup moins de monde sur la voie publique. Oui. En particulier, les piétons, les vélos évitent de sortir. Vous le disiez, il y a des causes météorologiques. Est-ce que le premier réflexe à adopter, finalement, c'est pas de s'informer, de regarder les prévisions avant de partir ? Absolument, bien sûr. Oui, bien sûr. Regardez les prévisions météo qui sont maintenant quand même fiables et on a ça partout, sur son smartphone, partout. Oui, s'informer sur les conditions météo. Il y a quelques jours, hier ou avant-hier, il y a eu un tout début de pluie verglaçante dans le département. Là, il valait mieux être prudent quand même et s'informer. Alors, outre la baisse des températures, vous l'avez dit, principale cause, c'est aussi la luminosité qui se réduit. Les journées sont plus courtes, les temps d'éclairage donc réduits, que ce soit pour les véhicules, les cyclistes, les piétons. Il faut aussi une vigilance sur la visibilité, être vu de tous. Ça. C'est vraiment le leitmotiv. Il faut avoir conscience, surtout quand on est piéton ou cycliste, qu'on n'est pas bien vu de nuit, même en ville. L'éclairage public n'est pas toujours parfait, donc on n'est pas bien vu. Même si soi-même on est jeune, piéton ou cycliste, et qu'on se dit moi je vois bien, si on a face à soi un automobiliste qui a 80 ou 85 ans, lui voit beaucoup moins bien, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre un gilet réfléchissant, par exemple ? Il y a plusieurs façons. Pour les cyclistes, bien sûr, déjà s'assurer que le vélo est conforme à la réglementation, c'est-à-dire avec des feux devant, derrière et des catadioptres. Il y a beaucoup de vélos qui n'en ont pas. Et puis s'équiper avec un gilet réfléchissant, même si en ville, ce n'est pas obligatoire. Et pour les véhicules, bien vérifier aussi que les deux feux fonctionnent. On peut être pris pour un cyclomoteur assez facilement. Absolument. S'assurer, mais ça c'est le contrôle technique, ou c'est d'une façon générale l'état technique des véhicules. Oui, s'assurer que tous les feux fonctionnent bien sûr et que les feux sont propres.
Alors il y a une vigilance à avoir également sur les pneus, puisqu'ils souffrent du froid. Plus la température est basse, plus la pression mesurée sera faible. Oui. Et du coup, est-ce que vous conseillez de surgonfler légèrement les pneus? Alors, il est plutôt conseillé, c'est du moins ce que préconisent les professionnels du pneu, d'adopter des pneus hiver, qui est efficace dès 7 degrés. Maintenant, avoir des pneus ici en région parisienne en particulier, où il n'y a quand même pas pour l'instant des froids polaires, avoir des pneus en bon état et bien gonflés, c'est déjà quand même pas mal. Alors on imagine aussi, on va aller très vite parce qu'il nous reste 1 minute, bien adapter sa vitesse, être vigilant sur les distances de sécurité, peut-être un peu plus vigilant qu'à l'accoutumée. Il y a aussi peut-être le matériel, il faut avoir un matériel adapté en voiture, peut-être avoir des choses en plus par rapport au reste de l'année dans sa voiture. Écoutez, je vois pas, peut-être une couverture de survie quand on tombe pas et qu'il fait froid, mais surtout ce que vous avez dit est important, les distances de sécurité. Il est évident que la nuit, ou par intempéries, pluie, neige, brouillard, il faut augmenter les distances de sécurité. La distance de sécurité réglementaire du code de la route, c'est 2 secondes entre 2 véhicules qui suivent. Il est prudent de l'augmenter quand la visibilité est mauvaise. Et aussi tenir compte, quand on roule sur une départementale par exemple, la nuit, qu'on apprécie beaucoup moins bien le relief et les distances. Donc quand on a des feux en face de soi, savoir à quelle distance est la voiture, c'est pas facile. Dernier conseil peut-être, cela semble évident, mais une piqûre de rappel ne fait pas de mal, ne pas dépasser les engins de service hivernal, ceux qui vont par exemple dessaler, qui vont mettre du sel sur la route, il faut rester derrière, il faut pas les doubler. Ça semble évident. Mais... Oui, il faut quand même les doubler, c'est pas interdit de les doubler, mais en prudence évidemment, on ne va pas rester à 10 à l'heure pendant longtemps. Merci Jean-Yves Petit d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Je vous rappelle, directeur du comité des Yvelines de l'association Prévention routière. Merci. Merci à vous. Bientôt les fêtes donc et les préparatifs qui vont avec. Cadeaux et repas. Ce week-end marquait le top départ des marchés de Noël. Elancourt, Montigny-le-Bretonneux et une nouvelle venue dans cette catégorie, c'est la ville de Coignères. La commune organisait son premier événement du genre. Camille Lambert et Nicolas Dandry. Décoration pour le sapin ou la maison, produits du terroir et animation. Pas de doute, la recette est respectée pour ce premier marché de Noël. Avec un ingrédient local, plus de la moitié des exposants sont de Coignères. Nous avons 18 exposants, dont 8 professionnels et les autres sont des gens de Coignères qui sont là aussi pour montrer leur créativité et il y a vraiment de très belles choses, aussi bien au niveau tricot, au niveau décoration de Noël, au niveau, je crois, pain d'épices aussi, voilà. Une première pour beaucoup de ces artisans, comme Lionel qui fait découvrir sa production de pommes. Je suis amateur vraiment de fruitiers anciens et de pommes notamment pour réaliser du cidre. À l'origine, c'est vraiment une passion d'enfance. C'est l'occasion aujourd'hui avec ce marché de Noël de remettre au goût du jour ces fruits anciens parce que c'est aussi un verger conservatoire que j'ai créé et que nous avons également développé sur la ville. Des idées pour les repas de fête et aussi pour le Père Noël. Afin de préparer leur liste, les habitants ont répondu présent à cette première édition. J'adorais les pommes là-bas, où on fabriquait les jus, les compotes de pommes, de poire. Là, je trouvais ça vraiment sympa, très intéressant. Ça crée de l'ambiance, ça permet de rencontrer des gens, c'est vivant. J'espère que ça se reproduira. Les lutins ont encore du pain sur la planche pour que tout soit prêt le 24 décembre et accueillir Petit Papa Noël quand il descendra du ciel. Quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers. Et vous avez sans doute reconnu l'air de Tino Rossi. Du sport Horizon 2024, c'est le nom de cette grande compétition d'escrime qui se tenait hier au gymnase Maurice Baquet à Guyancourt. 33 athlètes étaient de la partie. Ce sont de futurs champions de la discipline. Retour sur la compétition, Nicolas Dandry et Michael Elmidoro. Ils ont entre 13 et 14 ans, ils seront peut-être aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pour les aider à progresser, le club de Guyancourt a organisé ce dimanche 3 décembre au gymnase Maurice Baquet un tournoi baptisé Horizon 2024. Au total, 33 jeunes avec des rêves plein la tête ont participé à ce rendez-vous. J'aimerais bien y aller, j'aimerais bien aussi gagner aussi. Oui, mais d'abord il faut gagner cette compétition-là, parce que si je la gagne pas, j'aurai moins de chance déjà d'y aller en Horizon 2024.
Cette compétition qualificative pour les championnats de France a surtout permis à ces jeunes pépites venues de toute l'Île-de-France de peaufiner leur technique de combat au sabre. Savoir quand est-ce que l'adversaire va faire bascule déjà, ce serait bien. Et après, attaquer au bon moment, pas attaquer trop tôt. Je m'adapte en fonction de ce qu'ils font. S'ils vont plus faire des attaques, je vais me mettre à la défense. Et s'ils reculent, je vais aller à l'attaque. Ce dimanche, chaque participant a pu prendre part à une dizaine de combats, mais le chemin vers une médaille d'or aux Jeux Olympiques est encore long selon les coachs. Il y a quand même beaucoup de travail. On verra s'ils arrivent à progresser et à continuer leur progression tout au long de leur vie d'escrimeur. Et puis, il faut les accompagner, il faut voir. Là, actuellement, c'est difficile à dire parce qu'on est quand même assez loin. Mais il y a du travail à faire, c'est sûr. Et il y a du potentiel aussi. D'autres tournois seront organisés à Guyancourt d'ici 2024 pour former cette nouvelle génération. La mairie et le club local ont signé un partenariat. Avant de refermer ce journal, c'est le dernier représentant des Yvelines dans la compétition. Houille s'est qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France de football. Victoire samedi à domicile face à un club guyanais, l'Étoile Matoury, 2-1. Prochain adversaire connu ce soir avec le tirage au sort. Et ce pourrait être une équipe de Ligue 1. Rencontre au programme en janvier prochain. C'est la fin de ce 7-8 journal. Une édition et des reportages à revoir sur notre site internet et notre application mobile TV78. Très bonne semaine à tous.